plaisir est pour moi de vous savoir nombreux, mesdames et messieurs, en train de regarder votre émission, votre magazine qui fait la promotion des ouvrages publiés ou envoi des publications. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Bibliothèque francophone avec son nouveau numéro. Vous le savez si bien que moi, en 2014, le gouvernement Matata s'est décidé de faire basculer le pays à une agriculture traditionnelle, d'une agriculture traditionnelle à une agriculture industrialisée. C'est ainsi que le parc agro-industriel de Bukangalonjo avait vu le jour. Mais hélas, le projet a connu une débâcle. Oui, la débâcle du parc agro-industriel de Bukangalonjo, responsabilité et choix de la justice pénale, c'est le titre de l'ouvrage de maître Carlos Ngwapichi Ngwamashi, détenteur d'un diplôme de licence en droit privé et judiciaire de l'Université de Kinshasa. Il poursuit ses études supérieures et approfondies comme apprenant en Master 2, criminologie économique, et il est expert en droit OADA dans le domaine des recouvrements et créances, auteur de plusieurs ouvrages scientifiques et conférencier, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Tout pour toujours dans le même cadre de sa profession, l'auteur mène la lutte contre les antivaleurs dans le secteur de la justice par ses nombreuses dénonciations et autres et alertes auprès des autorités judiciaires et politico-administratives. Maître Carlos Ngwapichi Ngamashi, bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation malgré vos multiples occupations. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Gombe, expert en droit OADA et auteur de ce livre que vous l'avez intitulé « La débâcle du parc agro-industriel de Bukangalonjo ». Quelle est la motivation qui vous a poussé d'écrire ce livre? Merci, monsieur le journaliste, pour la parole accordée. D'abord, je dirais que ce qui m'a plus motivé d'avoir écrit les livres, c'est parce que j'ai personnellement défendu le procès Bukangalonjo que vous connaissez tous devant la Cour constitutionnelle. Et deuxièmement, une fois je suivais une émission, je crois que c'était au niveau de Goma, le chef de l'État avait accordé une interview à la radio Top Congo. Et au cours de cette émission, il s'est posé la question de savoir pourquoi les fonds qui sont détournés ne rentrent jamais dans la caisse de l'État. Cette question était pertinente pour moi et m'avait motivé de commencer à mener des recherches dans les cas d'espèce en ce qui concerne le parc agro-industriel de Bukangalonjo, parce que comme vous le savez, on parlait du détournement des deniers publics. Donc voilà un peu d'où m'est venue l'idée. Vous parlez de, disons, vous avez écrit tout un livre sur la débâcle du parc agro-industriel de Bukangalonjo. Peut-on savoir l'analyse scientifique que vous pouvez communiquer ou informer aux téléspectateurs? Merci. L'analyse scientifique a été menée dans cette étude ou dans cette recherche. Il faut noter que nous avons réalisé des entretiens sur le terrain. Nous avons fait l'observation, d'abord de ce qui se passe sur le terrain également. Et donc, au-delà de ça, il y a aussi la documentation qui nous a servi, les différents rapports qui ont été établis par les ONG. Nous avons également les rapports établis par l'inspecteur général des finances. Donc, au regard de toute cette documentation, je parlais des entretiens, des observations. Nous sommes arrivés à mettre en place cet ouvrage qui est par devant vous, intitulé « La débâcle du parc agro-industriel de Bukangalonjo, responsabilité et le choix de la justice pénale ». Responsabilité et le choix de la justice pénale, les différents rapports sur ces projets, qu'est-ce que les livres apportent comme éclaircissement? D'abord, les livres, ceux qui auront la chance de l'acheter, vont découvrir qu'il y a eu beaucoup de spéculations, il y a eu beaucoup de rumeurs. Alors, les livres viennent ici avec, disons, des éléments probants, des éléments recueillis sur le terrain, des éléments qui sont documentés, et donc ça permet à la population congolaise qui était le premier bénéficiaire, n'est-ce pas, de cet investissement, de cette politique publique décidée par le gouvernement congolais, de comprendre effectivement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc j'invite ceux qui vont nous suivre
à ne pas hésiter de se procurer de cet ouvrage. Ils seront suffisamment édifiés sur la question. On ne peut pas avoir quelques éléments en attendant que nous puissions évoluer avec la quatrième question. Et en termes de, comment dirais-je, d'éclaircissement que les livres ne peuvent pas apporter, vous pouvez nous citer quelques-uns seulement. D'abord, vous allez constater que, contrairement à ce qui a été dit sur le terrain, comme quoi les parcs avaient été conçus pour être échoués. Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu l'étude du sol, il y a eu beaucoup d'éléments qui manquaient. Je dirais que dans ce livre, vous allez découvrir que une année après sa mise en place, Boukangalose avait produit le maïs. Boukangalose a produit la farine de maïs que nous avons consommée ici à Kinshasa. Boukangalose a produit beaucoup de choses, des légumes. Et donc, je dirais que la thèse selon laquelle Boukangalose était conçu pour être échoué, c'est une fausse thèse. Ce sont des déraisons, n'est-ce pas, qui ne peuvent pas justifier la débarque du parc agro-initié de Boukangalose. Deuxièmement, c'est par rapport au montant, aux chiffres qui seraient détournés. Lorsque vous lisez ces livres, j'ai au moins eu la chance, n'est-ce pas, de pouvoir obtenir certains documents qui vont édifier les lecteurs à comprendre qu'effectivement, combien l'État a décaissé pour le projet Boukangalose, qu'est-ce qui a été utilisé, qu'est-ce qui n'a pas été acheté et quelles sont les raisons aujourd'hui que nous pouvons considérer comme le vrai raison de la débarque du parc agro-initié de Boukangalose et aussi les déraisons de cette débâcle. Vous critiquez notre justice pénale. Vous proposerez quoi comme piste de solution? Parce que là, vous avez tablé beaucoup plus sur la responsabilité pénale, mais il fallait qu'au moins la somme ou les fonds détournés devraient être en tout cas retirés auprès des présumés détourneurs. Alors, je critique le choix de la justice pénale dans les cas d'espèces, que j'estime être impertinent, donc je parle du choix de cette justice pénale. Et par contre, je propose, dans les cas d'espèces, la médiation pénale. La médiation pénale, je m'explique, parce que, au fait, vous allez constater que les systèmes pénals dans notre pays ne permettent pas, dans les cas d'espèces, à la victime d'être rétablie dans ses droits. D'où la question du chef de l'État. Pourquoi les fonds qui sont détournés ne rentrent pas dans la caisse de l'État après les condamnations? C'est parce que, je voudrais ici vous rappeler que le détournement des deniers publics est punissable de 20 ans de servitude pénale. Ce qui signifie que lorsque vous êtes reconnu coupable, vous allez en prison, vous purgez votre peine de 20 ans. Vous devez quitter la prison. Après 20 ans. Parce qu'il n'y a pas une autre peine supplémentaire qui reste pour que vous soyez détenu à la prison. Donc, vous devez quitter la prison après avoir purgé votre peine. Mais maintenant, la question de savoir, les fonds détournés, comment les récupérer? Vous allez constater que, comme je l'ai dit tantôt, que dans notre système pénal, nous sommes régis dans ce qu'on appelle le régime de la confiscation spéciale. N'est-ce pas? Ça signifie qu'on ne peut saisir que le bien qui porte le nom de la personne reconnue coupable. Si les biens ou le bien que vous disposez porte le nom de vos enfants, de votre épouse, la justice ne sera pas pratiquer la saisie, ne sera pas saisir ces biens-là. Parce que l'article 33 de la Constitution consacre la sacralité de la propriété immobilière. Donc la propriété immobilière est sacrée. Vous ne pouvez pas saisir un bien qui n'appartient pas à la personne reconnue coupable. Et donc, je me dis, effectivement, c'est une difficulté, c'est un obstacle contre lequel il faut travailler pour que les personnes reconnues coupables, que les fruits détournés puissent servir à la victime d'être rétablie dans ses droits, donc puissent retourner dans la caisse de l'État. Alors, je me dis, lorsque vous prenez également les dispositions de l'article 245 de la loi dite foncière, sauf erreur de ma part, il est dit que le bien présent et à venir constitue les gages communs pour tous les créanciers. Donc, la personne qui est reconnue coupable, qui a purgé sa peine, qui n'a jamais retourné les fonds, peut évoquer son insolvabilité. Puis dire, voilà, moi je n'ai pas l'argent pour détourner. Mais il sera en liberté. Mais la loi dit, les biens présents et à venir constituent les gages communs. Donc, tant qu'il n'aura pas de biens, l'État ne va pas récupérer ses fonds. Donc, c'est un obstacle majeur contre lequel il faut travailler. Et donc, lorsque je propose la médiation pénale, dans la médiation pénale, effectivement, les parquets qui instruisent les dossiers, qui interpellent le présumé innocent, le présumé détourneur,
Les parquets peuvent les proposer. Écoutez, voici les preuves de votre culpabilité. Si vous acceptez de restituer le fonds, nous pouvons classer le dossier pour inopportunité de poursuite. Vous recouvrez votre liberté et automatiquement, la victime est rétablie dans ses droits et vous aussi, vous échappez à la prison. Je pense que cette approche apparaît raisonnable parce que comme je l'avais dit à l'entrée, je considère le détournement comme un crime non violent. Le détournement des deniers publics, l'escroquerie, le blanchiment des capitaux, la corruption, la concussion et j'en passe. Ce sont des crimes non violents qui peuvent faire l'objet d'une médiation, d'une négociation, pourvu que la victime soit rétablie dans ses droits. Et donc, je suis partisan qu'en ce qui concerne les cas de détournement des deniers publics, l'État congolais peut privilégier la voie de la médiation. Pour moi, c'est une voie qui est rapide, qui est moins coûteuse. Ça permet à la victime d'être rétablie dans ses droits. Ça permet à la personne poursuivie de recouvrer sa liberté et la paix sociale est rétablie. Sinon, ça ne servira à rien de poursuivre ces gens-là, de détourner, parce que là, la population ou la personne qui est victime ne sera pas satisfaite par rapport à la chose détournée. Tout à fait. Donc, je ne saurais pas vous poser la question. Rappelez-vous seulement un seul cas où il y a eu détournement des deniers publics, on a condamné quelqu'un qui est allé en prison et il a restitué le fonds dans ce pays. Ça n'existe pas. Mais dans le procès 100 jours, rappelez-vous que il y a, parmi les personnes interpellées pour le blanchiment, dans le cas du procès 100 jours, il y a un DG d'une banque de la place qui était arrêté, qui a négocié, qui a restitué les fonds supposés blanchis, 37 millions de dollars, et il a été remis en liberté. Voilà au moins un cas qui peut servir de précédent, pour ne pas dire de jurisprudence. Oui, maître, nous sommes nous approchons vers la fin de cette émission. Vous avez dit dans votre livre que la RDC regorge près de 80 millions d'hectares de terres arables. Est-ce que peut-on espérer répondre encore sur cette affaire à la relance du parc agricole de Bukangalozo? Oui, je pense que c'est un problème de volonté politique. C'est un problème de volonté politique parce que à ce jour, la débâcle qui a été constatée, non seulement vous avez connu la débâcle du parc agricole de Bukangalozo, mais il y a aussi la débâcle sur le plan judiciaire. Aujourd'hui, quelle est la suite réservée au procès Bukangalozo? Donc il n'y a pas d'issue. Et donc je suis d'avis, je pense qu'effectivement, on peut relancer le parc agricole de Bukangalozo. Il est question de se servir de toutes les erreurs qui ont été constatées et rectifier les tirs. Et moi, j'ai proposé dans ce livre qu'avec la contribution de l'UGF, qui fait un bon travail aujourd'hui, il faut le reconnaître, avec l'accompagnement de l'UGF, qui a instauré les systèmes de contrôle a priori, a posteriori et concomitant, ça permet à ce que toutes les dépenses qui doivent être engagées soient bien suivies, soient bien coordonnées pour arriver au résultat. Je suis convaincu qu'effectivement, si les gouvernants acceptent de relancer ces projets, ils vont arriver à la réussite parce que les erreurs qui ont été constatées seront corrigées. Vous nous dites un mot de la fin pour clôturer. Je vous remercie pour l'opportunité que vous m'avez accordée pour faire passer le message. Le livre est déjà en vente dans toutes les librairies de la place. Ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Vous allez découvrir tout ce qui s'est passé dans le cadre du parc agricole de Bukangalozo. Merci. Merci beaucoup à vous. Maître le plateau est à vous. Vous pouvez passer quand vous voulez. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je pense que vous avez aimé. Je vous recommande donc ces livres, les livres qui détiennent presque tous les éléments. Il s'agit des livres qu'on a intitulé La débâcle du parc agricole de Bukangalozo, un ouvrage ou un bébé de maître Carlos Ngwapichi, Ngwamachi. Voilà, donc il était notre invité, l'invité des bibliothèques francophones d'aujourd'hui. Je rappelle qu'il est détenteur d'un diplôme de licence en droit privé judiciaire et de l'université de Kinshasa. Il poursuit ses études supérieures et approfondies comme apprenant en master 2, criminologie économique, et il est expert en droit au WADA. Mesdames et messieurs, je ne saurais pas terminer cette émission sans pour autant remercier l'équipe technique. Je vois à la direction de production Doudou Motiri et Moron Zambé à la réalisation. Derrière la caméra, c'était Marité. Voilà un peu. Sans oublier à la régie finale, je vois les noms. Bon, toutefois,
Je vous porte tous dans mon cœur. Donc, retrouvez-nous même jour, même chaîne. Au revoir.